Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire de l'Égypte. Alors attention, même si je vais dédier quelques minutes aux périodes antérieures, le sujet de cette vidéo concerne plutôt l'histoire contemporaine de l'Égypte, c'est-à-dire à peu près depuis les invasions napoléoniennes et la prise au pouvoir en 1805 de Mehmet Ali, souvent considéré comme le père de l'Égypte moderne. Alors évidemment, comment ne pas commencer cette vidéo sans vous parler de la brillante civilisation égyptienne, avec ses pyramides, ses momies et ses hiéroglyphes? Alors bien sûr, j'y dédierai une autre vidéo. Mais pour faire très court, retenez que l'Égypte classique a connu 33 dynasties, parfois dominées par des familles de la Haute-Égypte, notamment autour de l'actuelle Luxor, et d'autres fois par la Basse, notamment autour de Tanis ou de Memphis, parfois unies et d'autres fois non. Il y a eu également des dynasties étrangères, surtout au crépuscule de sa civilisation. Parmi quelques curiosités, on doit aux Égyptiens le premier jeu de société connu, le Sénet, le premier traité de paix connu, ou encore les tampons hygiéniques. Le premier grand empire à s'approprier l'Égypte est l'empire assyrien. Puis après une brève indépendance, les Perses défont les Égyptiens à la bataille de Péluse. Les Perses auraient au cours de cette bataille bombardé des chats considérés comme sacrés par les Égyptiens. J'ai décidé de voter un parti qui va prendre en compte la souffrance des animaux. L'Égypte est alors incorporée à l'empire perse. C'est alors qu'arrive Alexandre le Grand, qui libère les Égyptiens du joug perse. Après la mort d'Alexandre, son général Ptolémée devient pharaon. C'est sous la domination de cette dynastie d'origine grecque que sont par exemple construits le phare et la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. La dernière pharaone de cette dynastie ptolémaïque, du nom du général d'Alexandre, est la célèbre Cléopâtre. Bien que Cléopâtre soit d'origine grecque, une célèbre plateforme a décidé de prendre une actrice de type africain pour son dernier documentaire. J'en profite ici pour ouvrir un débat. Que pensez-vous de ces choix? N'hésitez pas à commenter. Pensez-vous qu'il tergiverse l'histoire? Et pourtant, il y a bien eu des pharaons qui étaient noirs, notamment la 25e dynastie, qui était originaire de Nubie, l'actuel Soudan. D'ailleurs, en arabe, Soudan signifie pays des Noirs. Pourquoi ne pas faire une série sur ces pharaons? Donc pour en revenir à Cléopâtre, après avoir épousé César, elle met l'Égypte du côté de son nouveau petit chéri, Marc-Antoine, au cours d'une nouvelle guerre civile romaine. Malheureusement, la flotte égyptienne est écrasée à la bataille d'Axium, et l'Égypte devient une province romaine. Alexandrie sera la deuxième ville la plus peuplée de l'Empire, après Rome, et l'Égypte deviendra le grenier à blé de Rome. La pauvre Cléopâtre devra également faire face à une propagande romaine terrible. Et oui, les Romains n'ont pas attendu Twitter pour propager ce qui est très certainement une fake news. You are fake news. D'ailleurs, en parlant de Twitter, avant de se suicider, Cléopâtre m'a suivi, mais surtout elle s'est abonnée à cette chaîne, donc n'hésitez pas à en faire autant. Incorporée à l'Empire romain et après les premières persécutions, l'Égypte se christianise, d'abord sous l'empereur Constantin qui autorise la liberté de culte aux chrétiens dans l'édit de Milan, mais surtout avec Théodose et l'édit de Thessalonique, qui convertit officiellement l'Empire romain au christianisme. Selon certaines théories, c'est à cette époque que la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, lieu considéré comme païen et agnostique, est détruite par des « fanatiques chrétiens ». En réalité, on n'a aucune information concernant sa destruction. Certaines théories évoquent les guerres civiles romaines, les chrétiens donc, un tremblement de terre suivi d'un tsunami, notamment celui de 365, ou encore l'islamisation de l'Égypte. En réalité, on n'a aucun témoignage, donc la bibliothèque a peut-être été peu à peu abandonnée. Concernant le phare, il s'est détérioré avec le temps. En 1349, Ibn Battuta, le célèbre voyageur marocain, raconte « Étant allé au phare, je constatais que son état de délabrement était tel qu'il n'était plus possible d'y entrer, ni d'arriver à la porte y donnant accès. » Après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Égypte reste incorporée à l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire à l'Empire byzantin. En 530, l'empereur Justinien fait fermer le dernier temple à la déesse Isis sur l'île de Philae. S'achève ainsi un culte vieux de 30 siècles. Entre 639 et 645, les troupes arabes du second calife Omar ibn al-Khattab et son général Amir ibn al-As font la conquête de l'Égypte qui s'islamise et s'arabise au cours des 7e et 10e siècles. A noter qu'une importante communauté chrétienne persistera jusqu'à aujourd'hui, les Coptes d'Égypte, qui représentent de nos jours près de 10% de la population égyptienne. D'ailleurs, alors que la langue arabe s'impose, il faut savoir que la langue liturgique de cette communauté copte est une héritière de la langue de l'Égypte des pharaons. Alors évidemment, je ferai une autre vidéo sur la naissance, l'expansion de l'islam ainsi que les différentes dynasties musulmanes arabes qui se succéderont, mais pour faire bref, l'Égypte fera partie du califat omeyyade, en vert ici sur la carte, le califat abbasside ou encore le califat fatimide.
L'Égypte actuelle sera même plus ou moins indépendante sous les Toulounides, ou évidemment avec la dynastie Ayoubide, et son célèbre fondateur, Saladin, resté dans l'histoire pour sa lutte contre les croisés, et qui malgré sa défaite contre Baudouin le Lépreux à la bataille de Montgisard en 1177, reprend finalement Jérusalem aux chrétiens en 1187. Finalement, la prise de Damiette par les croisés en 1249 entraîne la fin de la dynastie Ayoubide et la montée en puissance des Mamelouks. Les Mamelouks, et c'est quoi ça exactement? En fait, les Mamelouks sont des esclaves recrutés parmi des enfants capturés dans des pays non musulmans. Ces enfants sont sélectionnés sur des critères de capacité d'absence de lien et de résistance et reçoivent une éducation religieuse musulmane et une formation militaire sévère. Mamelouk signifie littéralement esclave ou chose possédée. Donc en gros, le pouvoir arabe a créé une milice, pour employer un mot actuel. Donc une milice redoutable. Et qu'est-ce qu'elle fait en 1250? Eh bien évidemment, elle prend le pouvoir. S'établit donc de 1250 à 1517 le sultanat mamelouk d'Égypte. Les Mamelouks reprennent même la dernière place chrétienne, Saint-Jean d'Acre, en 1291. Après 3 siècles de domination, les Mamelouks sont finalement battus par les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs, du sultan Sélim Ier en 1517 à la bataille de Ridaniya. L'Égypte devient donc pour 4 siècles, jusqu'à la Première Guerre mondiale, une vassale de l'Empire ottoman. Alors attention, les Mamelouks restent bien présents. Ils sont des vassaux de l'Empire ottoman, certes, mais conservent le pouvoir politique et militaire de l'Égypte. On arrive donc à l'année 1798, qui voit l'arrivée en Égypte de qui? Napoléon. Car il fallait couper aux Anglais la route des Indes. Bah oui, les Anglais ne peuvent pas vivre sans thé, c'est bien connu. Et contrairement à ce que prétend Ridley Scott dans son film, à aucun moment les troupes françaises ne bombardent les pyramides. En fait, Napoléon embarque 167 savants et chercheurs et fonde même l'Institut d'Égypte en 1798. L'année suivante, un soldat français découvre une curieuse pierre qui va révolutionner l'égyptologie. Cette pierre contient 3 textes, qui sont 3 traductions, une en hiéroglyphe, une en démotique et une en grec ancien. Cette pierre sera la clé qui permettra à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. Et malgré sa célèbre victoire à la bataille des Pyramides contre les Mamelouks de Mourad Bey, puis son entrée au Caire, la flotte française est coulée par l'amiral Nelson à la bataille d'Aboukir le 1er août 1798. Sans possibilité de retour, l'armée française restée sur place après le départ de Bonaparte se voit contrainte de capituler en 1801. Cette brève campagne d'Égypte s'achève donc sur un succès culturel, oui, mais sur un échec militaire. La France se voit même contrainte de céder la pierre de Rosette aux Anglais, que vous pouvez admirer aujourd'hui au British Museum. À la suite du départ des Français, s'installe un certain vide du pouvoir politique en Égypte, qui voit finalement un soldat envoyé par les Ottomans s'imposer à partir de 1805, Mehmet Ali. Et ce Mehmet Ali est souvent considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne. Il devient wali, c'est-à-dire gouverneur, de 1805 à 1848. Je dis wali, gouverneur, car attention, il est un vassal du pouvoir ottoman. En 1811, il invite les dirigeants mamelouks, toujours très puissants, à un festin à la citadelle du Caire. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien évidemment, il les massacre. D'ailleurs, petite curiosité très méconnue en France. En 1815, juste après la défaite de Napoléon à Waterloo, la population marseillaise entre en insurrection contre le pouvoir militaire et commet un massacre politico-racial, dont le bilan est évalué à peu près 250 morts et blessés. Le massacre visa tout particulièrement les réfugiés du Moyen-Orient qui vivaient à Marseille depuis 1801, alors dénommés les Égyptiens. Pour en revenir à Mehmet Ali, qui est francophile, il envoie une partie de l'élite égyptienne se former en France, puis pose les bases d'une industrialisation, notamment dans l'industrie textile. Il impulse également les premières imprimeries, fait construire des hauts fourneaux et des aciéries, ouvre de nombreuses écoles et crée une armée moderne. En 1830, l'Égypte occupait le 5e rang mondial pour les broches à filer le coton par tête d'habitant. Sur le plan militaire, il vient en aide au sultan ottoman qui doit faire face à la révolte des Grecs. Je rappelle que les Ottomans ont réduit en cendres l'Empire byzantin et que les Grecs sont sous domination ottomane depuis 4 siècles. Face à l'élan de solidarité pro-grec qui parcourt l'Europe, une flotte franco-anglo-russe est envoyée et coule la flotte égypto-ottomane à la bataille de Navarin en 1827.
Par la suite, l'armée française intervient dans le Péloponnèse entre 1828 et 1833, afin de libérer la région des forces d'occupation turco-égyptiennes commandées par Ibrahim Pacha, fils de Mehmet Ali. Après cette guerre, et s'estimant trahi par le sultan ottoman qui lui avait promis la Syrie en échange de son aide en Grèce, Mehmet Ali déclare la guerre et défait les Ottomans, notamment lors de la bataille de Konya en 1832. L'Égypte de Mehmet Ali se trouve alors à l'apogée de son pouvoir. طبعا البعض قال انها الامبراطوريه العربيه حتى ان بقى العنصر النمساوي عند مرحله معينه قال هزيج. En 1839, les Ottomans décident de reprendre les hostilités, mais sont de nouveau vaincus par les Égyptiens à Nisib le 24 juin 1839. Et les armées égyptiennes d'Ibrahim Pacha, donc le fils de Mehmet Ali, se rapprochent une nouvelle fois dangereusement de Constantinople. Finalement, le Royaume-Uni intervient en faveur des Ottomans et envoie un corps expéditionnaire bombarder les positions égyptiennes à Beyrouth et à Acre. Et pourquoi ? En fait, Mehmet Ali avait mis en place des politiques économiques qui menaçaient les intérêts commerciaux britanniques dans la région, notamment en restreignant l'accès aux marchés et aux ressources. Finalement, l'Égypte est contrainte de signer l'humiliant traité de Londres de 1840, qui l'oblige à rendre la Syrie, l'Hijaz et la Crète aux Ottomans. Mehmet Ali se voit surtout contraint de signer un traité de libre-échange qui s'avérera très favorable à l'Angleterre et désastreux pour l'industrie naissante égyptienne. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Palmerston, déclarera au sujet de ce traité : la soumission de Mehmet Ali à l'Angleterre pourrait paraître injuste, mais l'intérêt supérieur de l'Europe requiert que nous le soyons. Vous verrez que pendant plus d'un siècle, l'Égypte sera totalement soumise aux intérêts britanniques. Vous noterez cependant que la France et l'Espagne soutenèrent, du moins diplomatiquement, l'Égypte. D'ailleurs, Mehmet Ali avait offert à la France l'obélisque qui trône aujourd'hui place de la Concorde, qui fut érigé en 1836. En échange de cet obélisque, Louis-Philippe Ier offre en 1845 une horloge en cuivre. Pour l'anecdote, cette horloge en fait ne fonctionnera jamais. Elle a finalement été réparée en 2021. Mieux vaut tard que jamais, non ? En fait, concernant cet obélisque, il faut savoir qu'à l'époque, Mehmet Ali et les Égyptiens s'intéressaient encore très peu à leur patrimoine. D'ailleurs, en novembre 1829, Jean-François Champollion avait remis à Mehmet Ali un mémoire sur la défense des antiquités égyptiennes. Donated by some of the finest families in all of Germany. Rolls-Royce Phantom II. Finalement, Mehmet Ali et Ibrahim Pacha meurent en 1848 et Abbas Ier devient wali d'Égypte. En fait, pour reprendre un terme, on va dire d'actualité, Abbas est un islamiste. Il est décrit comme religieux et réactionnaire. C'est un farouche opposant aux réformes modernistes de ses prédécesseurs. Il expulse les conseillers européens et ferme usines et écoles. Attaché à l'ordre, il n'a aucun problème à se considérer comme un vassal du sultan ottoman, d'ailleurs qu'il appuiera lors de la guerre de Crimée. De Lesseps pousse un cri de joie. Le souverain égyptien Abbas Pacha a été assassiné, ce qui pourrait changer radicalement sa vie. À présent, son grand rêve pourrait enfin devenir réalité. Construire un canal à travers le désert égyptien. Des années durant, Abbas Pacha s'y était opposé. Mais c'est désormais Saïd Pacha qui est au pouvoir, un vieil ami de Lesseps. Après Abbas arrive Mohamed Saïd Pacha. Alors attention, ce wali accorde le premier acte de concession du terrain qui servira au percement du canal de Suez, qui permettra aux navires européens d'aller d'Europe en Asie sans devoir contourner l'Afrique. Ce canal de Suez donnera à l'Égypte un poids géopolitique considérable. J'ai une nouvelle d'une importance capitale à vous annoncer aujourd'hui. D'ici peu de temps, nous allons commencer la construction d'un immense canal dans l'isthme de Suez. C'est notre cher ami Ferdinand de Lesseps qui aura la charge de ce projet si important pour notre pays. Le canal est percé entre 1859 et 1869 grâce à une levée de fonds géante à la Bourse de Paris, sous la direction du diplomate retraité français Ferdinand de Lesseps. À la fin des travaux, l'Égypte à hauteur de 44% de sa valeur et 21 000 Français à hauteur de 56% en étaient conjointement propriétaires. En France, tout le monde ne parle plus que du canal de Suez. De Lesseps a commencé à émettre des actions. Avocats, ingénieurs, dentistes, professeurs, prêtres et gens du peuple se les arrachent.
En 3 semaines seulement, tous les titres réservés à la France sont vendus. Des milliers d'Égyptiens perdirent la vie pendant la construction du canal. Saïd est également à l'origine de la création du service de conservation des antiquités de l'Égypte en 1858, enfin, et la ville de Port Saïd est nommée en son honneur. Lui succède Ismaïl Pacha, qui continue le travail de modernisation de Saïd, et s'inspire notamment de la ville de Paris pour lancer de grands travaux au Caire. Il prend le titre de Khedive en 1867, vice-roi, et non plus Wali qui signifiait gouverneur. La principale différence est que le titre est désormais officiellement héréditaire. En fait, c'était déjà le cas, mais pas officiellement. Il lance ensuite des campagnes militaires qui s'avéreront désastreuses pour l'Égypte. Il annexe le Darfour en 1867, puis est battu par l'Abyssinie en 1874. L'Abyssinie, c'est plus ou moins l'Éthiopie actuelle. Le coût de ces campagnes militaires et ses dépenses visant à moderniser l'Égypte entraînent la ruine du trésor égyptien et l'insolvabilité du pays. Il doit vendre ses parts du canal de Suez au Royaume-Uni en 1875. Puis il se voit imposer des conditions drastiques par les Franco-Britanniques qu'il refuse de mettre en œuvre. Finalement, aidé par le sultan ottoman Abdulhamid, la France et le Royaume-Uni forcent son abdication le 26 juin 1879, en faveur de son fils Tawfiq Pacha. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Que la France et l'Angleterre, en fait, elles décident pour l'Égypte. Donc ce nouveau khedive d'Égypte, Tawfiq Pacha, ne contrôle en fait pas grand-chose, car les Français, mais surtout les Anglais, ont la mainmise totale sur le pays. C'est alors qu'éclate une révolte nationaliste emmenée par l'officier nationaliste égyptien Ahmed Urabi, furieux du contrôle étranger sur l'Égypte. En fait, ce mouvement avait déjà été appuyé par Ismaïl Pacha, vous vous souvenez, le précédent khedive, dans le cadre de son bras de fer avec les puissances occidentales. Le mouvement prend tellement d'ampleur que Tawfiq accepte la création d'un parlement dominé par les partisans d'Urabi, et se voit même dans l'obligation de nommer Urabi au gouvernement. Éclatent alors des émeutes à Alexandrie, où trouve la mort une 50aine d'Européens. Les puissances européennes décident donc d'intervenir, et les forces égyptiennes d'Urabi sont écrasées à la bataille de Tel el-Kébir en 1882. Retenez bien cette bataille, Tel el-Kébir, car elle marque la fin de l'indépendance égyptienne. Alors officiellement, l'Égypte est toujours vassale de l'Empire ottoman, mais elle devient dans les faits un protectorat britannique, et le khedive Tawfiq Pacha devient une simple marionnette des Britanniques. En 1892, Tawfiq Pacha meurt et est remplacé par son fils, Abbas II. Contrairement à son père, il cherche à se défaire de la mainmise britannique, en tentant d'écarter les ministres pro-britanniques. Alors qu'éclate la Première Guerre mondiale, il essaye de placer l'Égypte du côté ottoman, donc contre l'Angleterre. Cette manœuvre s'avère malheureuse pour lui, car les Anglais le font remplacer par Hussein Kamal. Simple. D'ailleurs, du fait de l'entrée en guerre des Ottomans contre l'Angleterre, l'Égypte devient donc officiellement un protectorat britannique, et le khedive, en l'occurrence ici Hussein Kamal, devient sultan totalement indépendant des Ottomans. Pour l'anecdote, Abbas II a eu comme Premier ministre Boutros Ghali, grand-père de Boutros Ghali, qui deviendra secrétaire général de l'ONU. Ce Boutros Ghali, donc le grand-père, finira assassiné en 1910 pour ses positions pro-anglaises. Donc on revient au sultan Hussein Kamal et à l'année 1914. Dans le cadre de cette Première Guerre mondiale, le canal de Suez est occupé par l'armée coloniale britannique, en violation de la neutralité garantie par les traités internationaux. La loi martiale est proclamée et de nombreuses arrestations ont lieu. Le contrôle britannique est total et le sultan Hussein Kamal n'a quasiment aucun pouvoir. De toute façon, il est aussi membre de la Société musulmane pour la non-violence et s'oppose au parti nationaliste. Il meurt en 1917 et lui succède Fouad. On arrive alors à l'année 1919. La Première Guerre mondiale vient de se terminer et les nationalistes égyptiens, emmenés par Saad Zaghloul, tentent de se rendre à la conférence de paix de Paris de 1919 afin de réclamer l'indépendance égyptienne. Reçu mais ignoré, éclate alors la révolution égyptienne de 1919. Le bilan des 3 semaines d'émeutes est de plus de 800 Égyptiens tués. Dos au mur, les Anglais finissent par reconnaître l'indépendance égyptienne en 1922. Huzzah! Independence Day! Alors attention, l'indépendance est proclamée, mais dans les faits, la mainmise britannique reste totale, et l'armée britannique reste sur place. C'est donc une sorte d'indépendance sous tutelle. Avec cette indépendance, le sultan Fouad devient roi. J'en reviens à Saad Zaghloul, vous savez, le leader nationaliste égyptien qui s'était rendu à la conférence de paix de Paris. Cette délégation égyptienne se transforme alors en parti politique, le Wafd, qui va dominer la vie politique égyptienne pendant les 30 prochaines années. Politiquement, le Wafd est un parti démocratique, libéral, laïque et nationaliste. Alors quand je dis nationaliste, dans le sens qu'il veut l'indépendance totale vis-à-vis du Royaume-Uni.
L'une de ces devises est « La religion est pour Dieu et la patrie est pour tous ». Alors on est dans le monde musulman et c'est important, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Une constitution est mise en place en 1923 et des élections ont lieu, remportées par le Wafd de Saad Zaghloul. Pour l'anecdote, la féministe Ouda Sharawi est présidente du comité central du Wafd. Les années 20 voient alors un bras de fer s'installer entre Fouad, qui cherche à imposer son autorité royale, et le Wafd, qui cherche à limiter les prérogatives royales. Finalement, face aux ingérences constantes du roi, le Wafd finit par boycotter les élections, et le roi Fouad gouverne en monarque absolu. Dès 1928, la constitution n'est plus respectée par le roi Fouad. Alors très important, soyez attentifs car ils seront présents dans la vie politique égyptienne jusqu'aujourd'hui. Écoutez bien, en 1928 est fondée par Hassan el-Banna l'association des frères musulmans, notamment par opposition aux politiques séculaires et laïques du Wafd. L'une de leurs devises est « Allah est notre objectif, le prophète notre chef, le Coran notre loi, le djihad notre voie, la mort sur la voie d'Allah notre plus cher espoir ». Pour les frères musulmans, la religion doit réguler tous les aspects de la société, la politique, la culture, la juridiction, les sciences ou encore la magistrature. On est donc à l'opposé de l'idéologie du Wafd. Pour info, cet Hassan el-Banna est le grand-père de l'idéologue musulman Tariq Ramadan. On arrive à l'année 1936 et le roi Fouad décède. Lui succède alors le roi Farouk. Pour l'anecdote, sa sœur épouse le Shah d'Iran, vous savez, celui de l'assaut à l'ambassade américaine. La constitution est rétablie, elle avait été rétablie un an plus tôt par Fouad. Et le Wafd, en la personne de Mustafa Nahas, reprend le pouvoir. En 1936, Mustafa Nahas obtient finalement des Anglais la signature du traité anglo-égyptien qui permet le retrait de l'armée anglaise de l'Égypte. Sauf du canal de Suez, faut pas abuser, faut pas pousser mémé dans les orties. Le Royaume-Uni s'engage à soutenir l'Égypte en cas d'invasion. D'ailleurs, Farouk craignait une invasion italienne, qui aura bien lieu en 1940. Et les deux pays se partagent la souveraineté du Soudan. En fait, il est contrôlé par les Britanniques. Et cette souveraineté, cette co-souveraineté avait déjà été mise en place en 1899. C'en est juste une continuité. Sur le plan intérieur, comme son père Fouad, Farouk cherche à renforcer les prérogatives royales et entre en conflit avec le Wafd. L'Égypte devient alors un territoire clé de la Seconde Guerre mondiale, qui oppose les Alliés aux forces de l'Axe, surtout du fait de l'importance stratégique du canal de Suez. En Égypte a notamment lieu la célèbre victoire alliée de El Alamein, qui arrête l'avancée des forces de l'Axe commandées par le maréchal Rommel. Face à la passivité égyptienne, voire à la sympathie pour l'Axe de certains ministres, le Royaume-Uni organise un coup d'État, carrément, contre le gouvernement égyptien, connu comme l'incident du palais d'Abdin. Dans la nuit du 4 février 1942, l'armée anglaise encercle le palais d'Abdin au Caire, avec des troupes et des chars. Le roi Farouk se voit contraint de rappeler le Wafd et Mustafa Nahas, qui n'a aucune sympathie idéologique pour l'Axe. L'Égypte reste cependant officiellement neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les Alliés fixent comme date limite le 1er mars 1945 aux nations qui souhaitent participer à la conférence de San Francisco. La conférence de San Francisco, c'est-à-dire à la fondation de l'ONU. La date limite, c'est le 1er mars. L'Égypte déclare donc la guerre à l'Axe le 27 février, donc 3 jours avant. Le lendemain, le Premier ministre qui déclara cette guerre, Ahmad Mahir, est assassiné en plein Parlement. Le 14 mai 1948 a lieu un événement que l'on pourrait qualifier de tournant géopolitique majeur dans la région. Ce jour voit la création de l'État d'Israël. Immédiatement, l'Égypte s'engage dans la guerre israélo-arabe de 1948, qui voit la défaite de l'Égypte, de la Syrie, de la Transjordanie ou encore de l'Irak face à Israël. À l'issue de cette guerre, l'Égypte garde cependant le contrôle de la bande de Gaza, qu'elle perdra en 1967. Cette défaite affaiblit considérablement le roi Farouk. Il mène un train de vie fastueux et en plus d'incompétence, son régime est vu comme dépensier et corrompu. Sur le plan politique, il s'oppose au Wafd et se trouve des alliés de circonstance, les frères musulmans ou encore le mouvement ultranationaliste Jeune Égypte. En 1948, les frères musulmans assassinent le premier ministre Wafd, Mahmoud el-Nokrachi. En représailles, le fondateur des frères musulmans, vous savez le grand-père de Tariq Ramadan, Hassan el-Banna, qui avait pourtant condamné cet acte, est assassiné en 1948. C'est dans ce contexte qu'un groupe d'officiers, les Officiers libres, organise un coup d'État en 1952. Le chef de file de ce coup d'État est, retenez bien ce nom, Gamal Abdel Nasser. Il enrôle avec lui le prestigieux général Mohamed Naguib, afin de lui donner du prestige et de la légitimité à son coup d'État. It was the end of the king's attempt to maintain. The declared aim was to stop corruption.
Parmi les 9 membres du comité des officiers libres se trouvent, je le dis car c'est important pour la suite, Anwar el-Sadat ou encore Abdelhakim Amer. Le roi Farouk, quant à lui, prend l'exil et décédera à Rome en 1965, après un dîner très gras, huîtres, homards, veaux, frites, gâteaux. Pour l'anecdote, la chanteuse Dalida l'avait giflé après que notre bon vieux roi Farouk se soit montré un peu trop insistant. Pour en revenir à Nasser, il devient une véritable icône du monde arabe. Quel est son programme ? Fin du colonialisme, fin du féodalisme, justice sociale, armée puissante. Il faut savoir que dans les années 50 et 60, ce courant idéologique nationaliste, pan-arabe et socialiste traverse tout le monde musulman. L'islam politique, je ne parle pas de la pratique religieuse, donc l'islam politique n'avait pas la force qu'il a aujourd'hui. Évidemment, des tensions naissent entre Nasser et le général Naguib, qui est mis aux arrêts en 1954 et est accusé de soutenir les frères musulmans. De son côté, Nasser met en place un régime autoritaire avec parti unique. Il nationalise une partie de l'économie et de nouvelles lois instaurent un salaire minimum, la gratuité de l'éducation, une réduction du temps de travail. Il renforce les droits des femmes et met en place une planification familiale. Évidemment, il se met à dos les frères musulmans. D'ailleurs, écoutez cet incroyable échange, quasiment impensable aujourd'hui dans le monde musulman. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. وأنا قلت له يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة. ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس. En 1954, il est victime d'une tentative d'assassinat. Un militant des frères musulmans tire 8 fois sur lui et le rate. Pour les frères musulmans, cette tentative d'assassinat est un coup monté. Sur le plan international, il joue la rivalité entre les États-Unis et l'URSS pour obtenir un contrat d'armement avec les soviétiques. Cependant, l'Égypte refuse de prendre parti pour l'un ou l'autre camp. Nasser devient rapidement l'un des chefs de file des États non alignés. Il participe à la célèbre conférence de Bandung en Indonésie en 1955 avec 53 autres nations. Parmi les participants à cette conférence qui marque l'entrée sur la scène internationale du tiers-monde, entre guillemets, on trouve également l'Indien Nehru ou encore l'Indonésien Soekarno. Dans le monde musulman, Nasser se retrouve cependant isolé par le pacte de Bagdad. En 1956, l'Égypte obtient enfin le retrait des dernières troupes britanniques, même du canal de Suez. Et que fait Nasser en 1956 ? Alors attention, il nationalise le canal de Suez. Cette nationalisation entraîne une intervention militaire de la France et du Royaume-Uni qui parachutent leurs troupes sur le canal avec l'appui d'Israël qui envahit le Sinaï. Ces trois nations s'étaient secrètement alliées lors du protocole de Sèvres. La ville de Port Saïd est même bombardée. Pour l'anecdote, un certain Jean-Marie Le Pen participe à l'opération avec les troupes françaises. En fait, ces trois nations sont intervenues de leur propre chef et doivent faire machine arrière face à la pression internationale, notamment des États-Unis et de l'URSS. La France et l'Angleterre ne sont plus les grandes puissances d'antan. Elles ne font plus ce qu'elles veulent. En fait, maintenant, le Barça et le Real sont les États-Unis et l'URSS.
Donc cette victoire militaire se transforme en véritable humiliation diplomatique pour les deux anciennes puissances coloniales. Cette même année, Nasser remporte avec 99,8% des voix un référendum qui met en place une constitution qui lui donne des pouvoirs considérables. Alors l'idéologie de Nasser est socialiste, oui, mais elle est aussi pan-arabe, c'est-à-dire qu'il recherche l'union des peuples arabes. C'est dans ce cadre que l'Égypte fusionne carrément avec la Syrie en février 1958, naît ainsi la République arabe unie. President Nasser, now confirmed as first chief of state, proclaimed the creation of the United Arab Republic, while the crowd of about 500,000 voiced its approval. Finalement, un coup d'État en Syrie en 1961 mettra fin à cette union. Le fait que l'Égypte traite la Syrie comme une sorte de protectorat irrita un peu les élites syriennes. Autre chose, Nasser mène une politique laïque, oui, mais ce n'est pas non plus un bouffeur d'imam ou de curé à l'occidental. Il va à la mosquée et participe aux fêtes musulmanes. En 1960, il entreprend un projet pharaonique avec la construction du barrage d'Aswan. L'objectif est de rendre l'eau disponible tout au long de l'année, d'étendre les surfaces irriguées ou encore de produire de l'électricité. Il faut savoir que la population égyptienne s'accroît de façon considérable. Les temples d'Abou Simbel, construits sous le règne de Ramsès II, ainsi que ceux situés sur l'île de Philae, ont été déplacés par l'UNESCO et la communauté internationale dans les années 1960 pour ne pas être inondés par les eaux du barrage d'Aswan. Mais des dizaines de sites archéologiques, dûment répertoriés depuis des décennies, et encore en cours d'étude, ont été définitivement inondés et perdus pour l'histoire de l'Égypte antique. On arrive donc à l'année 1967. Les discours de Nasser sont particulièrement hostiles à Israël. En représailles à des actions palestiniennes, Israël détruit des avions syriens. Nasser décide donc de fermer le détroit de Tiran et des mouvements de troupes égyptiennes ont lieu dans le Sinaï. Israël décide donc de lancer une attaque préventive aérienne et terrestre le 5 juin 1967 contre l'Égypte puis la Syrie. La Jordanie se range alors du côté de ses voisins arabes, mais la victoire israélienne est totale. En moins d'une semaine, l'Égypte perd la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. La Syrie est amputée du plateau du Golan et la Jordanie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. It was a merciless battle, but you didn't complain. For you it was enough to drive forward and to conquer. Jerusalem is yours, forever. Abdel Hakim Amer, vous vous souvenez, l'un des 9 membres du comité des officiers libres, est tenu pour responsable de la défaite égyptienne et est démis de toutes ses fonctions. Peu après, il est accusé de complot contre Nasser. Il est arrêté et emprisonné et se suicide en septembre 1967. Abattu, Nasser pense à démissionner, mais d'immenses manifestations ont lieu en son soutien et il reste au pouvoir jusqu'à sa mort en 1970. Lui succède alors son vice-président Anwar el-Sadat. L'Égypte et le monde arabe n'attendent qu'une seule chose, se venger de l'humiliation subie contre Israël en 1967. Un nouveau projet, l'Union des républiques arabes, est signé en 1971, mais il ne donnera absolument rien. On arrive alors à l'année 1973 et l'Égypte et la Syrie préparent conjointement une attaque simultanée contre Israël. Concrètement, cette attaque aura lieu le 6 octobre, jour du Yom Kippour, jour du grand pardon, le jour le plus saint pour les Juifs. In 3 days, Egypt will attack Israel. Israël est pris par surprise. Le très efficace service secret israélien, le Mossad, n'avait pas prévu cette attaque. Today, the Egyptian and Syrian armies launched an offensive against Israel. Our enemies hoped to surprise the citizens of Israel on Yom Kippur. Our troops are outnumbered 7-1. If the Arabs reach Tel Aviv, Israel will be wiped off the map. Mais après 2 jours de recul, la machine de guerre israélienne, Tsahal, se met en marche et la contre-attaque est effroyable. Malgré l'entrée en guerre de la Jordanie ou encore de l'Irak qui envoie 30 000 hommes, l'armée israélienne s'approche à 100 km du Caire et à 20 km de Damas. En réaction au soutien américain à Israël, les pays arabes décident, le 17 octobre 1973, d'un embargo sur le pétrole à destination des États occidentaux. Cela conduit au choc pétrolier mondial de 1973. Après cette guerre et un cessez-le-feu obtenu par l'ONU, Sadat fait un virage à 180 degrés. Il se tourne vers les États-Unis, libéralise l'économie, mais surtout cherche à normaliser ses relations avec Israël. En 1977, Sadat s'exprime devant la Knesset, le Parlement israélien. En 1978, il signe les accords de Camp David avec Israël. L'Égypte reconnaît officiellement Israël, établit des relations diplomatiques avec l'État hébreu et surtout récupère le Sinaï. Alors Sadat gagne le prix Nobel de la paix, oui, mais il faut savoir que c'est une véritable onde de choc dans le monde arabe.
Sadat est vu comme un traître absolu. L'Égypte est exclue de la Ligue arabe et de nombreux États musulmans suspendent leurs relations diplomatiques avec l'Égypte. Finalement, en 1981, au cours d'un défilé militaire, il est abattu par des membres du djihad islamique égyptien, une scission des frères musulmans, qui avaient infiltré l'armée. L'auteur des coups de feu, le lieutenant Khalid Istanbuli, sera exécuté l'année suivante. 1980, ça fait plus de 40 ans que Sadat a été assassiné? Ah ouais, ça date. À Sadat succède Hosni Moubarak, qui gouvernera pendant 30 ans et qui mènera une politique assez semblable à celle de Sadat. Son régime est clairement dictatorial, il n'y a pas d'opposition possible. La constitution qu'il met en place reconnaît cependant les principes de la charia comme source principale de la législation. En fait, depuis les années 80, mais surtout 90, l'islam politique a le vent en pompe dans le monde musulman. Comme partout, il doit faire face à un terrorisme islamiste de plus en plus virulent, comme le démontre le massacre de Luxor en 1997, ou encore l'attentat de Sharm el-Sheikh en 2005. On arrive alors à l'année 2011 et survient le fameux printemps arabe. Partout, une population jeune manifeste contre ces dictatures souvent corrompues, mais également le manque de perspective et de liberté. Face à la pression populaire et 18 jours de mobilisation continue, Moubarak est contraint à la démission. L'armée s'empare du pouvoir et établit les bases d'une véritable transition démocratique. Les Égyptiens valident par référendum une réforme de la Constitution qui prévoit une transition rapide vers un pouvoir civil élu. L'Égypte va connaître de vraies élections au suffrage universel. Et c'est là que ça devient en fait assez intéressant. Alors qu'une partie des médias occidentaux pensaient voir dans ce printemps arabe une certaine, quel mot pourrais-je utiliser, émancipation de type occidental des populations musulmanes, le résultat des élections législatives sont les suivantes. La liste islamiste des frères musulmans de Mohamed Morsi l'emporte avec 37,5% des voix. Suivi par qui? Une liste féministe peut-être? Non, suivi par les salafistes d'Al-Nour avec 22% des voix, qui ont une vision encore plus rigoriste de l'islam. On trouve en troisième position avec 9,2% des voix le parti centriste libéral Wafd. Et oui, si vous avez suivi cette vidéo, ils sont de retour. L'année suivante, Mohamed Morsi, des frères musulmans, donc, remporte l'élection présidentielle avec 51% des voix, face à un ancien proche de Moubarak. A noter cependant que le Parti de la Dignité, un parti nassériste de gauche, obtient 20% des voix. Rapidement, Morsi cherche à mettre en place une nouvelle constitution et à accroître ses prérogatives présidentielles face au pouvoir judiciaire. N'arrivant pas à améliorer la condition économique des Égyptiens, de nouvelles manifestations ont lieu contre lui, et certains opposants l'accusent de vouloir mettre en place un régime théocratique. In Cairo, they've been largely peaceful, but across the country, 5 people were killed and more than 170 people were injured. Finalement, après à peine un an au pouvoir, Morsi est renversé par le maréchal Abdel Fattah el-Sisi, qui met de nouveau en place un régime autoritaire. Les manifestations pro-Morsi sont durement réprimées et l'ancien président égyptien meurt d'une crise cardiaque en prison. Alors voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à liker, c'est mon pourboire. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, désormais X, Alexandre Zamora, c'est mon nom. Et sur mes pages Facebook et Instagram, passionné d'histoire. On se voit pour ma prochaine vidéo.